Merci, Monsieur le Président. Alors, je te présente avant. Tu es déjà un très grand ami, sinon professeur Benzine, c'est le passe-président de la Société tunisienne de gynéco-obstétrique, c'est le passe-président du Conseil de l'Ordre des médecins de Tunisie, ex-chef de service de gynéco-obstétrique à l'Ariana, professeur en gynécologie obstétrique et cerise sur le gâteau, l'un de mes meilleurs amis. À toi la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Cette communication était destinée au professeur Mahmoud Khrouf, l'un des pionniers de la prise en charge de l'éclampsie en Tunisie. Malheureusement, il a été empêché de pouvoir présenter cette communication qu'il a préparée lui-même. Donc, il m'a chargé de le remplacer et c'est en cette qualité que je suis là, mais j'estime connaître bien le sujet et je suis prêt donc à répondre aux éventuelles interrogations que suscitera cette communication. Il n'y a aucun conflit d'intérêt sur le sujet. L'éclampsie, mes chers amis, est une pathologie qui est grave dans notre milieu, à laquelle nos femmes continuent à payer un lourd tribut, elles payent de leur vie, mais aussi une morbidité assez élevée encore dans notre milieu. Pourtant, cet accident, si on le compare à l'hématome rétroplacentaire, l'autre complication paroxystique de l'hypertension artérielle et grossesse, c'est un accident qui reste quand même assez prévisible si on arrive à dépister l'hypertension artérielle au cours de la grossesse dès qu'il apparaît. La prise en charge de l'éclampsie et de l'imminence de l'éclampsie est très variable et c'est dans ce sens que l'idée est venue de préparer donc cette présentation. C'est un peu un historique de la prise en charge de cette pathologie dans notre milieu en Tunisie et ça n'a pas la prétention d'être un état des lieux, mais ça nous donne quand même une idée sur l'évolution des choses concernant cette prise en charge. Alors, l'éclampsie, on la connaît depuis de nombreuses années, et la prise en charge avant les années 80 reposait sur une restriction hydrique, une perfusion qu'on appelait le cocktail lytique, et c'est une sauce à laquelle on associait le dolosal, le largartil et le phénergan, et on accélérait la perfusion quand la femme se mettait à convulser et on ralentissait quand elle se calmait. Sur le plan obstétrical, il n'y avait pas lieu d'arrêter la poursuite de la grossesse ou d'intervenir ou d'accoucher la femme, et l'expectative était de règles. Et cette façon de faire était associée à des chiffres vraiment inquiétant. Donc 6 décès maternels étaient déplorés parmi 53 cas d'éclampsie quand même entre 1965 et 1971. Et puis, à la fin des années 70, au début des années 80, et grâce à quelques gynécologues obstétriciens tunisiens qui avaient fait leur apprentissage dans des pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis et au Canada, et c'est là qu'ils ont découvert ce produit qui a beaucoup de mérite, qui va transformer la prise en charge d'éclampsie en Tunisie, le fameux sulfate de magnésie. Et donc, un protocole a été introduit à la fin des années 70, début des années 80, d'abord à la maternité de l'hôpital Charles-Nicolle, puis en 1981, date d'ouverture du centre de maternité de la Rapta, 1981, et comme vous le savez, c'est la maternité universitaire la plus importante du pays qui faisait jusqu'à 15 000 accouchements par an. Alors le protocole s'adressait aussi bien aux femmes qui convulsaient, les éclamptiques, mais aussi aux femmes qui avaient des signes d'imminence de convulsion. Et il comportait 4 volets. D'abord, la prescription de ce fameux sulfate de magnésie
avec des moyens de surveillance qui étaient adaptés à notre milieu. Il n'était pas question de doser la magnésémie. On faisait contrôler la DURS parce que l'insuffisance rénale faisait mener à une rétention du produit et donc un risque d'intoxication au sulfate de magnésie. Les autres signes de surcharge en sulfate étaient l'abolition des réflexes, donc il fallait vérifier avant chaque injection horaire la présence de réflexes. Et vous savez que l'autre signe, c'est le blocage respiratoire, le blocage musculaire, mais surtout les muscles respiratoires. Donc il fallait garder un rythme respiratoire acceptable. À cela s'ajoutait le traitement antihypertenseur des à-coups hypertensifs, de la crise hypertensive, et au début, le protocole faisait appel au fameux Népressol qui est actuellement retiré du commerce dans notre pays. Parallèlement, troisième volet, correction de l'hypovolémie, parce qu'il n'était pas question de faire la restriction hydrique comme c'était préconisé auparavant, on sait tous qu'il y a un état d'hypovolémie, et quatrième volet, non moins important, il fallait interrompre la grossesse. Et point important ici, le protocole préconisait la voie d'accouchement selon uniquement les conditions obstétricales. Et le fait de convulser ne représentait pas du tout une indication à la césarienne tant qu'on maîtrisait la situation. Et ce protocole a été évalué pour la première fois par une thèse de doctorat en médecine qui a été qui a concerné la période 1981-1989 avec 80 cas d'éclampsie. Et la majorité de ces éclamptiques étaient transférés de maternité périphérique ou de l'intérieur du pays. Le sulfate de magnésie avait permis dans cette étude d'arrêter les convulsions dans 77% des cas. Et on notait quand même un certain nombre de complications, dont une mortalité de 2 sur 80. Le taux de césarienne n'était que de 34%. On va voir qu'actuellement, le taux de césarienne est en train de galoper. Et la mortalité périnatale était quand même élevée, de l'ordre de 35%. Ça, c'était à l'échelle de la maternité de la RAPTA, Charles-Nicolle, puis la RAPTA. Mais à l'échelle du pays, il faut dire qu'une véritable prise de conscience s'est faite en 1994, date de la première enquête nationale sur la mortalité maternelle. Et cette enquête avait permis d'établir pour la première fois un taux fiable de mortalité maternelle qui s'élevait à 69 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1994. L'hypertension artérielle gravidique et ses complications représentaient la deuxième cause de mortalité, la première cause étant bien sûr l'hémorragie. La prise en charge de ces femmes, y compris les éclamptiques, était estimée dans cette enquête inadéquate, et donc les décès étaient estimés évitables dans quand même 80% des cas. Et c'est de là qu'est né le programme national de périnatalité qui a été mis en place en 2004 et qui a repris pratiquement le protocole thérapeutique que je vous ai présenté tout à l'heure et qui était introduit donc à la maternité de la RAPTA depuis 1981. D'ailleurs, le Collège national de gynécologie obstétrique, le collège en Tunisie, c'est une institution qui regroupe tous les universitaires du pays. Donc, le Collège national de gynécologie obstétrique avait adopté le même protocole, donc avec ces 4 volets, le traitement anticonvulsivant à base de sulfate de magnésie, le traitement de la crise hypertensive par un antihypertenseur en urgence, le remplissage et l'évacuation de la grossesse, quel que soit le terme. Je parle bien de l'éclampsie, donc des femmes qui convulsent, ou des signes neurosensoriels d'imminence de convulsion. Alors, ce protocole continue à être appliqué moyennant de petites modifications. Ces modifications concernent l'antihypertenseur. Je vous ai dit que le Népressol a été retiré du commerce et actuellement on fait appel plutôt au Loxène. Et l'évacuation de la grossesse continue à être de mise, quoique on a vu certains écrits d'équipes universitaires tunisiennes qui commencent à défendre quelque chose
qui nous inquiète un peu, le traitement conservateur de l'éclampsie et de la prééclampsie. Et on craint avec cette attitude le retour de l'éclampsie parmi les causes de mortalité maternelle. Et puis, il y a aussi une tendance à faire de plus en plus de césariennes, peut-être parce que les femmes enceintes en hypertension artérielle qui convulsent est une situation de plus en plus rare dans nos maternités. Alors voici quelques séries hospitalières tunisiennes. Malheureusement, j'avoue que la recherche s'arrête jusqu'à 2010 et on constate quand même qu'il y a une réduction du nombre de décès maternels sur la troisième colonne, une morbidité qui est quand même présente. La fréquence de l'éclampsie a l'air d'être stable sur la deuxième colonne. Les taux de césarienne sont passés de 34% dans la première évaluation du protocole à plus de 80% de césarienne, ce qui est quand même inquiétant. Une mortalité périnatale qui diminue, mais qui reste quand même élevée, probablement en rapport avec les chiffres de la dernière colonne qui représentent la prématurité. Vous le comprenez bien, c'est une prématurité induite. Le même protocole est appliqué, comme je l'ai dit, pour les situations, pas uniquement les femmes qui convulsent, mais les femmes qui présentent donc des signes d'imminence de convulsion. Alors, sur le plan commentaire, le premier commentaire concerne la fréquence de cette éclampsie et d'imminence d'éclampsie. La fréquence semble être stable si on considère les situations où il y a une imminence de convulsion. J'avoue qu'on voit rarement une femme arriver au stade de convulsion en Tunisie actuellement. Le sulfate de magnésie a transformé la prise en charge de l'éclampsie. Je vous ai dit qu'il a été introduit en Tunisie en 1979 et probablement parce qu'il n'y avait pas de médecins anesthésistes réanimateurs dans nos maternités à ce moment-là. Parce que dès que les médecins anesthésistes réanimateurs ont commencé à être affectés dans les maternités, il y avait une réticence extrême à ce produit et il préconisait le recours aux benzodiazépines, au Rivotril dans les doses qui permettaient de maîtriser les convulsions, supposer une dépression respiratoire et donc une mise sous machine, chose qui n'est pas disponible partout. L'avantage principal de ce produit, c'est qu'il n'altère pas l'état de conscience de la patiente. Deuxième avantage, le contrôle des doses qu'on est en train de prescrire, généralement 1 à 2 grammes en IVD lente et actuellement à la seringue électrique par heure. Ces doses, ce contrôle n'est pas très contraignant. Il pouvait se résumer à un contrôle clinique en surveillant, comme je l'ai dit, la diurèse, les réflexes et le rythme respiratoire. Le produit est efficace en cas d'éminence d'éclampsie puisqu'il permet de prévenir les convulsions avec un taux d'échec ne dépassant pas 1%. Chez les femmes qui ont convulsé, les taux d'échec sont un tout petit peu plus élevés, mais il reste quand même un produit d'un grand apport et parfaitement adapté à notre milieu, là où il n'y a pas la réanimation lourde partout. Le traitement antihypertenseur, je vous ai dit qu'il faisait appel au début au Néprésol et actuellement au Loxène. Le taux de césarienne, comme ça a été dit aussi, est en train d'augmenter. Et je voudrais ici lancer un appel à tous mes collègues pour qu'on revienne au protocole initial qui préconisait de n'intervenir que sur indication obstétricale. L'éclampsie ne devrait pas représenter une indication de césarienne. D'ailleurs, cette césarienne n'est pas dénuée de risques. Il y a notamment un œdème de la glotte et l'intubation est tout à fait difficile. Il y a parfois des troubles de la coagulation, parfois discrets ou non encore apparents, et l'arachy-anesthésie est elle aussi n'est pas totalement dénuée de risques. Le pronostic périnatal reste quand même
pas tout à fait bon malgré le développement de la néonatologie et on voit se multiplier les services de néonat. J'espère qu'on arrivera à réduire encore plus la mortalité périnatale grâce au développement donc de l'élevage des prématurés et bien sûr la cure de corticoïdes est systématique. Je vais terminer par rappeler que la mortalité maternelle, là c'est les chiffres qui concernent les décès au milieu hospitalier en Tunisie, a tendance à se stabiliser. On a pu quand même passer de 69 pour 100 000 naissances en 1994 à une quarantaine donc, de décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des dernières années, mais vous savez que la progression au-dessous de 40 pour 100 000 naissances est une progression qui est très lente et probablement il faut beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de moyens pour baisser encore cette mortalité maternelle. Vous voyez que l'hypertension artérielle et grossesse n'est plus la deuxième cause de mortalité. L'hémorragie reste la première cause de mortalité maternelle en Tunisie. On voit grimper la maladie thromboembolique. Il y avait un pic pour l'infection en 2008-2010, un pic de l'infection en rapport avec une épidémie de H1N1 à laquelle donc, les femmes tunisiennes ont payé quand même un lourd tribut. Voilà, je voudrais conclure en rappelant que l'amélioration du pronostic maternel en cas d'éclampsie passe par la poursuite de l'application du protocole thérapeutique recommandé par le Programme national de périnatalité. Il faut maîtriser le taux de césarienne, ce qui réduirait certainement le taux de morbidité maternelle, puisque la césarienne n'est pas du tout dénuée du risque sur ce terrain. Et enfin, le développement de la réanimation néonatale réduirait certainement la mortalité et la morbidité néonatale. Merci.